Salut, salut, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Non, c'est sur une autre chaîne ça. Pour une toute nouvelle review de manuel général pour cette dernière, peut-être saison de cette troisième version d'Age of Sigmar en compagnie de Christophe Pan, also known as Anka. Anka. Je pensais que j'allais avoir le droit à Monsieur Pan, Anka, bref. En tout cas, Anka que vous connaissez très certainement puisque il a fait partie de l'équipe de France et c'est un joueur qui écume les tournois depuis un bon moment. Il est connu à l'étranger pour ses prestations incroyables et c'est parti qu'il joue avec une rapidité sans égale. Sans égal. Ça reste complètement objectif. Donc aujourd'hui, on va vous faire une petite review du nouveau manuel du général qui change énormément de choses. On voit que maintenant, toutes les saisons, on a des nouvelles mécaniques qui arrivent. On a eu les vétérans de galets, là on a eu les champions de galets pour une saison qui a duré seulement 6 mois. Donc la saison précédente qui était d'Angur, et cette fois-ci on est toujours d'Angur, mais on est dans les terres gelées d'Andor, pour une saison qui va s'adresser principalement aux magiciens. Je pense que tu es assez content en tant que joueur de Tzeentch. Alors pour le coup, en tant que joueur Tzeentch, Seraphon, etc. Hop, c'est moi le joueur Seraphon. Effectivement, c'est orienté très magie avec un focus sur les principales règles de ce nouveau manuel du général sur les sorciers. Donc avec des gros bonus, etc. On va voir ça, c'est quand même très juicy. C'est super intéressant, vous allez voir, je trouve que c'est une saison qui apporte des règles avec énormément de choix. Ils ont réussi à trouver des contreparties assez intéressantes pour le joueur qui joue en deuxième. Évidemment, comme d'habitude, il y a certaines armées qui vont être un petit peu plus avantagées que d'autres. Mais c'est le but de cette vidéo, on va vous donner notre point de vue subjectif sur, sur ce point de vue, mais sur ce manuel général. Et on va commencer tout de suite par les 3 règles de royaume. Est-ce que Christophe, tu peux nous présenter ces petites règles? Bien sûr. Alors, on commence par la première, donc c'est One with a Land. Ça concerne les sorciers de 9 PV ou moins, non uniques. Donc avant, on avait les Galétiennes champions, c'est passé plus ou moins la même règle, juste c'est passé sur les sorciers. Exactement. Et ils gagnent le mot-clé directement. Antorian Locus. Exactement, donc on est quand même sur le même genre de personnage modulo que cette fois-ci, on n'a plus la restriction sur les montures. Tout à fait. Petit changement qui implique quand même de grandes choses. Donc voilà, ça c'est la première règle. Avant Galétienne champion, aujourd'hui Antorian Locus. Ouais. Deuxième règle, optional focus, donc le joueur qui a le deuxième tour, il choisit un héros. Si ce héros a le locus, il gagne un spell en plus ou une unbind. Et s'il n'a pas le locus, il gagne un CP en plus qu'il peut utiliser dans ce tour-ci. Yes, donc ça c'est une règle qui est quand même assez structurante, on va dire, dans le choix du tour. C'est-à-dire que grosso modo, avant, on avait une petite contrepartie qui était de dire si on choisit un Galétienne champion au moment de faire son action héroïque, alors il peut en faire une deuxième. Le problème, c'est que très souvent, ça a amené à avoir un PC supplémentaire ou alors action héroïque particulière de Battle Tom. Cette fois-ci, c'est quand même assez intéressant. On a soit le PC, donc de manière automatique, soit sinon, comme tu as dit, dispel ou cast. On n'oublie pas que ce genre de petites mécaniques peuvent impliquer de grands changements, notamment pour certaines armées de type Séraphon. Mais voilà, on reviendra là-dessus plus tard. C'est la deuxième règle qui est assez structurante dans les règles de royaume. Yes. Troisième règle, Primal Magic, peut-être la plus importante et la plus grosse. Alors, au début de la phase de héros, chacun des joueurs lance un dé. Sur un 4+, les 2 joueurs gagnent autant de Primal Magic Dice. Du coup, on peut en gagner de 0 à 2, concrètement. Et ces dés-là sont mécaniquement les plus importants parce qu'on va pouvoir ajouter ce dé après avoir fait un jet de lancement de spell, dispel ou unbind, d'accord. À noter qu'on ne peut pas utiliser de reroll après ce Primal Magic Dice. Une fois qu'on l'a utilisé, on peut en rajouter derrière. Donc on peut potentiellement rajouter, 3d6. Bonjour, le cast à 5d6. Et il y en a qui seront très heureux d'avoir ça. Ouais, effectivement, on verra plus tard, il y a certaines armées qui en bénéficient beaucoup plus que certaines autres. Attention, il y a une notion de miscast qui est rajoutée. Donc si on fait un double 1 sur les dés, peu importe si c'est un Primal Magic Dice ou si c'est le cast de base, eh bien dans ce cas-là, on subit un Primal Miscast. Et on subit D3 plus 3 PV. Donc ça peut sécher un héros cash, quoi. C'est ça. Et ensuite, c'est les règles classiques, on va dire, de fin, de lancement, de sort pour le héros en question, et ça met fin, grosso modo, à sa phase de héros. À noter aussi, du coup, que lorsque l'unité subit le miscast, les unités à 3 pouces peuvent subir aussi le D3 mortel au tour. Et enfin, dernière petite règle,
Lorsqu'on fait un lancement avec 2-6 qui comprend un Magic Dice, dans ce cas-là, le sort est casté automatiquement et chacun des deux joueurs gagne un Magic Dice en plus. Exactement. Petit bonus. Donc il y a plein de choses qui sont super intéressantes. On voit qu'on a un petit peu cette récupération de ce qui était les périls du Warp, c'est-à-dire double As ou double 6. Il y a par contre plein de choses qui sont de l'ordre de l'ordonnancement qui sont hyper intéressantes. Les dés sont générés à chaque phase de héros. Ce qui veut bien dire que vous verrez également, il y a des tactiques de bataille qui se prennent également au début de phase de héros. Donc vous pouvez d'abord éventuellement regarder si les joueurs font des 4+, et ensuite choisir votre tactique de bataille. À noter également que ces dés magiques se perdent à la fin du round. Donc vous en avez vraiment théoriquement entre 0 et 4 à utiliser par round, hors on va dire génération supplémentaire. Et ensuite au niveau des lancements des sorts, c'est hyper important de noter que vous pouvez lancer votre jet de dés et c'est simplement une fois que vous avez vu le résultat que vous pouvez décider ou non de rajouter des Magic Dice. Voilà. Donc des dés, on va appeler ça des Primal Magic Dice, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais. Donc voilà, l'ordonnancement est hyper intéressant. À noter également que lorsque vous faites un double 6, ou plutôt que votre lancer de dés inclut un double 6, le sort ne peut pas être dissipé. Oui. Et ça c'est super intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines armées, certains héros qui sont capables, on pense notamment au STD, de lancer des sorts à 3d6. Donc vous pouvez voir par exemple si dans votre 3d6 vous avez un double 6, vous pouvez éventuellement simplement rajouter un Magic Dice, peu importe si vous n'avez pas de 1 dans les 3d6, vous savez que ça va passer, simplement pour éviter une dissipation automatique. On pense par exemple à un Teclis, à un Night King Cantor, ou ce genre de gros blagueurs de l'ordre. Voilà, c'est des règles qui sont assez intéressantes, assez fines. Il y a quelques trous, enfin, on a vu un trou là-dedans, qui est un cas un peu particulier, je pense qu'il y aura une clarification très bientôt, c'est un sorcier STD qui est capable de lancer du coup à 3D, donc c'est-à-dire 2, 6, 1, 1, il rajoute un dé, il fait un as, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est automatiquement casté? Est-ce que c'est automatiquement loupé? Bref, je vous laisse réfléchir à tout ça, c'est des clarifications qu'on aura plus tard, mais globalement, c'est une mécanique qui est très intéressante, c'est une mécanique de choix, et surtout, j'aime beaucoup le fait que ça soit une mécanique qui est très impactante sur la phase de héros, et qu'ils ont fait en sorte, Games a fait en sorte que chaque joueur ait exactement le même nombre de dés. Ce qui évite d'avoir des situations frustrantes où sur un jet de dés, en fait, on a un joueur qui va faire plus de 4 plus que l'autre et qui sur un tour va être complètement incroyable à la magie, qui amène des situations un peu frustrantes comme on a eu à l'époque avec les points de scoring qui se faisaient au D3. Voilà, là, les joueurs sont logés à la même enseigne, on a l'information au début du tour et je pense qu'il va y avoir énormément de trucs à faire. Je pense qu'on peut éventuellement commencer à parler des quelques unités qui vont grandement tirer leur épingle du jeu de tout ça. Ouais, bien sûr. Alors du coup, comme on parle des Locus Wizard, Locus Sorcier, du coup, on va penser directement à des unités type Slann, qui a pile 9 PV. Pour le Slann, un sort supplémentaire, potentiellement si le joueur joue en deuxième. Alors les CP en Séraphon, c'est pas le truc le plus important de la Terre, hein. Mais effectivement, si on joue en deuxième, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une dissipation en plus, ce qui veut dire, enfin une dissipation, un lancement de sort en plus, ce qui veut dire que vous allez aussi avoir potentiellement 2 CPP en plus avec le bon trait de commandement. Et ça, en Séraphon, ça se prend très bien. On n'a même pas encore parlé du domaine de magie associé à ce nouveau royaume, mais ça c'est le premier point. Aujourd'hui, il y a quelques héros qui sont hyper heureux de voir ça, le sorcier STD, mais pour des raisons un petit peu différentes. Et globalement, il y a quand même certaines armées qui vont être très avantagées par ces mécaniques. Effectivement, alors du coup, on va penser notamment à toutes les armées typées magie. On va penser à Tsench, Soulblight qui a quand même un bon domaine de sort, Skaven aussi sur les côtés. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les armées sans magie sont sans protection. Très belle transition, monsieur Pan. Merci. On va pouvoir parler justement des ajouts qu'ils ont fait justement pour contrer un peu cette magie qui va être oppressive, hein, je pense. Et du coup, on va appeler ça les Nullstone Adornments. Donc, à noter du coup, toutes les armées qui n'ont pas de sorciers et qui ne peuvent pas lancer de sorts tout simplement, ou assimiler, vont pouvoir tout simplement ajouter une optimisation unique. Ouais. Ça fonctionne comme un artefact. Et du coup, on ne peut pas l'ajouter à un héros qui a déjà un artefact. Exactement. Ils sont au nombre de 3. Le premier, du coup, donne au porteur une Unbind ou une Dispel. À noter aussi qu'à chaque fois qu'il réussira une Unbind, il regagne une Unbind. Donc, potentiellement, on peut nullifier une phase de magie adverse. Bon, il faut faire des castings. On se rappelle, on gagne les Magic Dice justement pour améliorer ces Unbind. Ça peut être une source de protection. Ouais, complètement. Ouais. Le deuxième, donc la Null Dust.
Une fois par bataille, on va pouvoir l'utiliser en début de phase de héros. Et jusqu'à la fin de la phase de héros, tous les miscasts, primo ou non, vont passer sur des double 1, double 2 et double 3. Ouais. Ça peut potentiellement nullifier une phase de magie adverse. À noter aussi qu'on va pouvoir aussi unbind tous les endless sur un 5+, sur la table, ce qui est quand même assez fort. C'est qu'une seule fois par partie, mais utilisé au bon moment, ça peut renverser le cours d'une bataille. Complètement, et puis ce qui est super intéressant comme d'habitude, c'est l'ordonnancement, c'est-à-dire qu'au début de la phase de héros, on va lancer un 2D, si on voit qu'effectivement, imaginons, on joue en premier, notre adversaire ne va pas forcément dépenser ses dés primo, il arrive, il y a encore un peu de chance au niveau des dés primo, il se retrouve avec 4, ça vaut le coup de le claquer parce qu'on sait qu'on va multiplier sa probabilité de faire des fiascos, et nous, entre guillemets, on est tranquille, c'est gratuit. C'est un effet qui est très puissant, ça peut nous protéger une phase de héros. Maintenant, c'est une fois par partie, donc effectivement, il y a quand même un trade-off, une contrepartie qui se discute principalement par rapport au troisième, qui lui est sympathique aussi. Effectivement, le dernier Adornments, donc c'est la Pebble, le porteur pourra ignorer un sort, ou plutôt le rediriger sur une unité à 3 pouces sur un 4+. Donc c'est le caster qui va choisir la nouvelle cible à 3 pouces, et s'il n'y a pas de cible, juste ignorer ce sort. Voilà, donc pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que les héros n'ont plus les bénéfices des Galician champions et que globalement ils sont quand même assez snipables, que ce soit au tir ou à la magie. Et toutes les armées n'ont pas forcément d'anti-magie naturelle comme peuvent l'avoir Khorne ou une sainte nulle myriade. Donc voilà, ça peut être intéressant sur un héros qu'on sait fragile, qui n'a pas forcément de feel no pain et qui est un petit peu isolé, d'avoir ce genre d'amélioration. C'est toujours une protection supplémentaire. On va passer tout de suite aux traits de commandement qui sont au nombre de 4. Yes. Alors, le premier, c'est connaître tous les spells qu'on va avoir derrière dans le spell lore. Il y en a Qui sont 3. Qui sont 3, effectivement, et qui sont très très forts. Ouais. Le deuxième, ça va être de générer un Magic Die, justement, sur un 5+, au début de sa phase. Donc c'est une bonne source de génération, et ça permet de prendre un peu le pas, justement, sur l'armée adverse. Complètement. Le troisième, ça va être d'une fois par bataille de ignorer un miscast sur un 3+. Alors miscast primal ou pas. Hein. Ouais. Celui-là est un peu plus, on va dire, anecdotique par rapport aux autres. Il faut déjà faire son fiasco, et ensuite c'est une fois par partie, et ensuite il faut faire son 3+. Globalement, les traits de commandement qui sont quand même des trucs uniques, donc on en a un seul par liste, de devoir en plus valider un jet de dés à 3+ pour l'utiliser, c'est un peu... C'est cher payé, c'est cher payé. Et enfin, le dernier, alors celui-là va vraiment se considérer, je pense, par beaucoup d'armées, peut-être pas par les nulles myriades, etc., mais bon. Ils ont déjà ça dans la Légion. Ils ont déjà ça. Alors pas exactement, mais pour le coup, ce dernier trait de commandement permet au porteur, lorsqu'il dispelle un spell, de pouvoir faire sur un 5+, oublier le sort au caster. Ouais. Alors. Donc ça c'est balèze. Maintenant, faut pas oublier que ça demande quand même d'être porté par un héros sorcier non nommé, de préférence avec beaucoup de dispel. Donc ça s'adresse pas non plus à tout le monde. Si en plus on a la chance d'avoir des bonus à la dissipation, c'est encore mieux. Mais il y a quelques armées qui se payent ce luxe et pour qui ça peut être super intéressant. Ouais, effectivement, je pense que ce trait-là, on va le choisir vraiment si on va affronter beaucoup d'armées de magie en face. Sinon, c'est quand même très cher payé. Dans beaucoup de Battle Tom, aujourd'hui, on a des traits extrêmement forts. Ouais. Ça va vraiment être un choix qu'on va faire en fonction de si on sait ce qu'on va affronter dans la méta ou dans une méta locale, par exemple. Complètement. Donc voilà, c'est un trait de co qui est quand même, comme tu l'as dit, utile ou pas, dépendamment de ce qu'est le méta, de ce vers quoi ça tourne. Dans la saison précédente, ça n'aurait pas été forcément incroyable. Maintenant, il y a des époques où, à la grande époque des Séraphons, des Zench et autres armées comme ça de magie, où on avait aussi la Légion du Sacrament, ça aurait pu être très cool. Voilà, ça dépendra du méta. En tout cas, c'est un trait de commandement qui pourra faire pas mal de blagues. Ouais. Avant de passer au domaine de magie à proprement parler, il faut noter que les sorts qu'on va vous présenter maintenant sont réservés aux Antorial Locus, c'est-à-dire aux héros sorciers de moins de 9 PV qu'on vous a présenté au début. On passe donc tout de suite au domaine de magie. Il y a donc 3 sorts avec respectivement des valeurs de lancement de 8, 10, 12. Donc je ne vais pas vous cacher, au début, moi, premier truc, j'arrive sur le MDG, je regarde les valeurs de cast, je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel, il y a des sorts qui se lancent à 12 maintenant. Après, j'ai lu l'histoire des Magic Dice et je me suis dit, ok, c'est bon, je comprends mieux. Mais de base, 8, 10, 12 de valeurs de lancement, on va y aller crescendo. Le premier, le Hoarfrost. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est un sort qui est très spécial, il avait été montré sur Warhammer Community. Ouais. On s'était dit, qu'est-ce que c'est que ce souk? Très simple. Valeur de lancement de 8. Le lanceur du sort prend une unité ami entièrement à 12. Donc important,
On lance le sort, on choisit d'abord l'unité, Ouais. ensuite on lance un D3, et on peut attribuer comme nouvelle caractéristique, soit de touche, soit de blessure, soit de pénétration d'armure, la valeur de ce D3. À noter sur l'ordonnancement qu'on jette d'abord le D3, ensuite on choisit la caractéristique qu'on modifie. Ce que ça implique, c'est tout simplement que dépendamment du jet de dés qu'on va faire, on va choisir la caractéristique qui nous arrange. Et deuxièmement, on n'oublie pas qu'on modifie la caractéristique. Je pense que le sort se suffit à lui-même dans l'explication. C'est extrêmement fort, ça va être extrêmement fort sur certaines armées, principalement qui manquent de pénétration d'armure. Ça peut être très fort sur des unités qui ont, on va dire, j'allais dire 2 points faibles. Mais je vous prends un exemple, les Mortec. Les Mortec, ça tank très bien, ça touche très bien. Maintenant, ça n'a pas une pénétration d'armure native qui est folle, et ça n'a pas non plus une blessure native qui est folle. C'est une unité qui touche à 3, blesse à 4, qui a moins 1 de pénétration d'armure. Vous prenez votre pack de Mortec, vous lancez votre sort. Si vous faites un 1 ou un 2, vous pouvez dire je vais modifier la valeur de blessure. Si vous faites un 3, je vais modifier la pénétration d'armure. Donc dans tous les cas, c'est un sort qui, lancé sur la bonne unité, peut s'avérer dévastateur. Je pense même à autre chose. Tu peux avoir des petites battle lines qui ont 2 attaques par tête, qui sont de base en 4+, 4+. Maintenant, tu vas leur mettre une reine -3. Elles vont faire des petites blagues à l'ennemi, quoi. Tu penses à des Squigard notamment. Effectivement, donc je ne l'ai pas précisé, on choisit une des armes de mêlée de l'unité qu'on a choisie, histoire que ce ne soit pas non plus n'importe quoi au tir. Voilà. Donc, c'est un sort qui est extrêmement puissant. J'essaie de me dire que finalement, rajouter des trucs très forts à tout le monde, bon, ça va pas trop déséquilibrer le jeu. Maintenant, clairement, quand on a un sort comme ça, qui se lance à 8 avec des Primal Magic Dice, il y a certaines listes qui vont tourner, au moins pour une unité, autour de ce sort, parce que ça peut complètement changer la phase d'une unité, quoi. Tout à fait. On pense à des petits Squigard, bon voilà, typiquement, ils se retrouvent en reine -3 native, ils n'ont pas le droit non plus théoriquement d'avoir de +1 à la touche, donc on peut modifier leur valeur de touche, on peut modifier leur valeur de pénétration d'armure, bref, ça peut, à mon sens, vite partir en cacahuète, comme disent les professionnels. Effectivement. Alors, deuxième sort, rupture, casse value de 10 et à une portée de 18 Holy Within, entièrement, pardon. Donc, on va pouvoir casser... Entièrement à l'intérieur. Entièrement à l'intérieur. Et on va pouvoir casser le lien entre un sorcier et son Endless, ou entre un héros et son Incarnate. Alors, la valeur de lancement est quand même assez forte, mais on va voir derrière que ça va nous ouvrir des options, notamment une Battle Tactics qui va être assez clivante, je pense. C'est clair, on verra ça par la suite, mais grosso modo, on est quand même sur des Battle Tactics qui sont pas forcément hyper simples à faire. Donc, en avoir une qui peut se faire comme ça, vient à sort du domaine du magie, c'est sympathique. Et enfin, on arrive au premier sort, si je ne dis pas de bêtises, de l'histoire des Age of Sigmar, avec une valeur de lancement de 12, le Blizzard. Mon petit Christophe, est-ce que tu peux nous présenter ça? Alors, dernier sort, le Blizzard, peut-être une des plus grosses sources de dégâts du jeu, je pense. L'histoire des Age of Sigmar. L'histoire des Age of Sigmar. Peut-être après j'ai vu le pied de Gork sur l'ancien, c'était même pas un Battle Tom Oroquar Clan, qui mettait D6 et qui rebondissait et qui pouvait coller des D6. Bref, en tout cas là, on est sur un truc d'un tout autre niveau et beaucoup plus fiable. Ouais, effectivement, donc case value de 12 comme annoncé, ça va se lancer à 12 avec aucune modification sur la range de ce sort. Et on va voir que ça va être assez important. Ouais. Si le sort est lancé avec succès, la cible prend 4 d6 mortels, flat. Elle les prend où? Je te laisse imaginer. Et par contre, pour chaque 1, le lanceur prend des 3 mortels qui ne peuvent pas être ignorés. À noter quand même, petit point, tu as précisé qu'on ne pouvait pas modifier la portée de ce sort, donc Arcane et tout, compagnie, non merci, mais on ne peut pas non plus modifier l'origine du lancement. Notamment pour nos amis Troglodyon et Séraphon et affiliés, effectivement, c'est à noter. Alors, je pense qu'on ne va pas s'étendre dessus plus longtemps que ça, c'est une énorme source de blessures mortelles. Les héros qui n'ont pas forcément de feel no pain et qui ont une très bonne sauvegarde ne vont pas apprécier du tout. Bon, j'allais dire, Kragnos, il a encore de la chance, mais vu maintenant on passe avec des Magic Dice, etc., le 12, il n'est pas forcément automatique à faire pour lui, pour éviter de se prendre le sort. Mais de manière générale, je veux dire, c'est quand même une source de blessures mortelles colossale, et sur des craquages, on peut se faire sortir des tons d'un seul coup, quoi. Effectivement, ouais. On va penser... Alors, c'est assez rare quand même ce genre de source de dégâts.
On va penser pareil au Wargog, etc., qui avaient ces ranges limités à 12. Hmm. Donc là, on retrouve cette limite à 12, mais il y a quand même, donc on pense toujours aux Séraphons, qui vont pouvoir se téléporter Ouais. et lancer ce sort. Alors, en rajoutant des Primal Dice, donc pour assurer ce sort, et derrière, sniper potentiellement n'importe quelle cible, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que c'est hyper violent. Comme d'habitude, hein, j'ai l'impression, en tout cas, de ce qu'on voit aujourd'hui, que alors le Warsong à lui seul bénéficie de ça. Donc, enfin, pas de ce sort en particulier, mais de manière générale. Et après, les Séraphons via l'allégeance Starborn et notamment l'action héroïque qui leur permet de se téléporter et donc de manière, on va dire, un petit peu détournée, d'éviter d'être soumis à la règle de modification, de portée et d'origine de lancement du sort, bénéficier grandement de cette saison. Ouais, c'est un des grands gagnants et on va voir derrière quelques autres armées qui sont, on va dire, qui ont gagné dans cette saison. Complètement. Avant d'attaquer les tactiques de bataille et les grandes stratégies, nous allons nous pencher 2 minutes sur les bataillons de cette saison qui sont pour le moins très intéressants et au nombre de 2. Ouais, alors premier, Antorian Locus. Il faut avoir entre 2 et 3 héros. À noter que c'est pas forcément des Antorian Locus, Ouais. mais la règle veut des Antorian Locus. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais, ça- La formulation est bizarre, on s'attendait à ce qu'ils mettent la restriction. Quand même, petite précision, les héros n'ont pas le droit d'être montés. Donc c'est une petite différence par rapport aux Antorian Locus à noter. Voilà. Tout à fait, Donc vos amis Mortison, Soul Mason et compagnie, c'est un non merci. effectivement. Alors, du coup, ce bataillon permet, si on a 2 Antorian Locus qui appartiennent au bataillon sur la table, de générer un Magic Dice au début de la phase de héros. Ouais, donc c'est une autre source de Magic Dice et ça peut permettre justement de prendre le pas sur l'ennemi. C'est super intéressant. À noter que c'est au début de la phase de héros. Oui, Donc en fait, effectivement, comme tu l'as dit, c'est à minima 2 sorciers. Ouais. Ce qui veut dire que c'est un bataillon qu'on peut prendre. Alors, on peut dire 3 fois, mais ça paraît peu réaliste. Mais certaines armées pourraient être capables d'aller le chercher 2 fois. On peut penser par exemple peut-être à du Zinj ou à ce genre de choses. Il y a pas mal d'armées qui peuvent aller le chercher. Pour certaines, ça coûte un petit peu plus cher. Les Séraphons par exemple. Bon, voilà, aller chercher 4 héros sorciers non montés, ça peut se faire, mais c'est pas aujourd'hui toutes les listes de ce qu'on a commencé à voir. Effectivement, ça va beaucoup orienter nos listes, à voir si justement ces Magic Dice auront tant d'impact que ça, mais si cela permet de générer justement ce bonus au cast et avoir ce différentiel vis-à-vis de l'ennemi où normalement on est censé être égalitaire, effectivement, on va peut-être aller le chercher. On va monter en pause, mais ça peut être une source bienvenue. C'est clair. Puis voilà, il y a certaines armées qui tournent complètement autour du fait d'avoir peu de pauses. On a certaines armées qui ont complètement abandonné l'idée. Donc pour ces armées-là, et je pense qu'aujourd'hui Séraphon en fait partie, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Si, il y a toujours un intérêt à avoir peu de pauses. Mais il y a des armées qui peuvent, typiquement quand on joue un troglodyte ou ce genre de choses, qui ont la projection soit via du mouvement, soit via de la TP, soit via de la magie. En fait, à partir du moment où on a vraiment sacrifié l'idée de prendre un Battle Regiment, bah, ce genre de bataillon peut être tout indiqué. Ouais. Et on attaque ensuite le deuxième bataillon, qui est le bataillon, après celui des sorciers, celui des anti-sorciers. Effectivement, donc ça va être les chasseurs de Locus. On va avoir un héros et une infanterie de moins de 4 PV. On pourra ajouter jusqu'à on peut rajouter jusqu'à 2 infanteries et un monstre. Donc qu'est-ce que fait ce bataillon? C'est assez simple. À chaque fois qu'une unité de ce bataillon est amenée à combattre, on peut choisir une de ses armes de mêlée pour avoir plus une attaque. Par contre, la contrepartie de ça, ça va être que si on choisit d'avoir cette attaque supplémentaire, la contrepartie, ça va être que l'ensemble des attaques de cette unité vont devoir taper un sorcier. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que si on est engagé avec une unité du bataillon contre une unité adverse qui n'est pas sorcier, bah, on va simplement dire non merci. Maintenant, si on voit qu'on est contre du luminette, par exemple, je sais pas moi, des sentinelles, bah, on peut choisir d'activer, et auquel cas, le profil de l'arme va avoir plus une attaque. Par contre, on va devoir tout mettre sur une unité sorcier. Petite précision quand même, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes vos attaques sur l'unité sorcier contre laquelle vous activez de base. Après, c'est vraiment une situation un petit peu particulière. Vous pouvez aller taper sur un sorcier à côté. Voilà. Donc ça peut être quand même assez intéressant et vous aurez cette attaque supplémentaire. Donc c'est un bataillon qui est clairement moins polyvalent que le précédent. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce contre quoi on joue. Maintenant, si vous jouez contre votre adversaire régulier qui joue Luminette, ça peut être extrêmement rigolo. Salut Clément. On va passer tout de suite aux grandes stratégies qui sont évidemment au nombre de 6 et on va commencer par la première. À noter quand même que toutes les grandes stratégies ont été refaites. Effectivement, ouais. Toutes les génériques
ont été remplacés, Ouais. tout comme les Battle Comme les Tactics. Battle Tactics. C'était Ouais. pas le cas la saison précédente, donc ça vaut le coup d'être noté. On redémarre, on ne connaît plus rien. On va commencer par la première qui est contrôler le Nexus. Assez simple. À la fin de la partie, on doit avoir 2 sorciers entièrement à 6 du centre de la table. À noter, c'est assez rare pour être notifié. On n'a pas obligation à ce que ce soit des sorciers de l'armée de départ. Donc les armées qui invoquent des sorciers, les Nurgle, les compagnies, toutes ces joyeusetés, ça marche. Et du coup, pour ces armées-là, ça peut être particulièrement intéressant. Deuxième grand strat, il faut que le général que vous ayez choisi soit un locus et qu'il soit en vie à la fin de la bataille. C'est une grande strat qui peut être relativement simple à faire, soit sur des armées qui ont quand même pas tendance à se faire table rasée, soit sur certains héros. On pense encore une fois au Warsong, qui a pas forcément énormément de PV, mais qui a quand même un Feel No Pain à 4 et qui a la capacité de se remonter en point de vie, qui est rarement exposé et qui globalement a quand même Yes. tous les avantages, quoi. Il est plus Galician champion, mais il a un Feel No Pain à 4. Donc finalement, c'est pas si mal. Voilà. Il y a quelques armées qui vont bénéficier grandement de ça. Je pense que c'est une grande strat qui se prendra, comme la précédente, potentiellement, même si ça dépendra un petit peu plus des armes. Effectivement, on va aussi penser au Slan qui peut se TP à l'autre bout de la table, qui a sa garde, effectivement, et qui se place souvent en fond de table, quoi. Ouais. Voilà. Disons que la métrique qu'on n'a pas encore en tête, c'est à quel point le tir va revenir. Parce que ça, c'est une vraie interrogation. Le tir avait quand même pas mal disparu, hormis exception dans la saison précédente, tout simplement parce qu'on n'avait plus la capacité d'aller sniper les héros, hormis Sharpshooter, mais qui était en général relativement cher. Voilà. Ça dépendra un petit peu de ce qui se passe dans les semaines, mois à venir niveau méta. Effectivement. On enchaîne avec le troisième. Alors, troisième, c'est le simple. Il faut qu'il n'y ait plus de sorciers à la fin de la bataille. Voilà, c'est un peu l'opposé. Donc on va penser notamment à des armées type Khorne, type Khorne et type SOB. Ouais, OSOB, ouais. C'est vrai qu'il y a OSOB. On les a carrément oubliés, les pauvres, entre les Galician champions. Bon, il y en a une dernière, il y a quand même Fire Slayer, où je pense que leur but, ça va être d'aller chercher les sorciers, mais ça va être un peu plus dur pour eux, je pense, parce qu'ils sont un peu plus lents. Donc on va plutôt rester effectivement sur du Khorne ou du SOB pour ce genre de grande strat. Yes. S'il y a encore des joueurs SOB. La quatrième, qui est un petit peu plus circonstancielle et qui, à mon sens, est quand même un petit peu compliqué à faire puisqu'on ne sait jamais contre quoi on joue et parfois ça peut être une vraie galère. C'est simple. À la fin de la partie, il ne doit plus y avoir de héros ennemis avec des artefacts sur la table. Et, un petit peu plus contraignant, il ne doit plus y avoir d'unités ennemies à 6 du centre de la table. Alors, ça peut paraître relativement simple. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Le 5e tour, on a quand même souvent tendance à vouloir le prendre et pas forcément laisser l'initiative. Ce qui veut dire que votre adversaire va jouer en deuxième. Ce qui veut dire que si vous tombez sur de l'invocation, sur des unités qui ont énormément de mouvements ou ce genre de blague, en fait, c'est une grande stratégie qui risque de passer à la poubelle. Ça me paraît, en tout cas pour l'instant de ce qu'on a vu, moins fort que les autres. Effectivement. La 5e, elle est assez simple. Elle vous demande qu'à la fin de la bataille, vous ayez détruit l'ensemble des battle lines de l'armée de départ de votre adversaire et qu'il vous en reste au moins une. Voilà. Donc, assez simple à dire, potentiellement plus compliqué à faire puisqu'on ne sait jamais contre quoi on est. À noter cette petite restriction d'armée de départ qui peut rendre la chose un petit peu plus simple que ce qu'on a vu au début. Reste néanmoins que je pense que dans les 3 premières, il y en a qui sont un petit peu plus facilement faisables. On n'est jamais sûr de réussir à tabler le mec en face. Qui plus est, quand le mec sait qu'on a cette grande strat, vous allez toujours avoir une petite unité battle line dans le coin que vous allez vraiment avoir du mal à aller chercher. Tout à fait. Voilà. Et la dernière, qui joue autour des incarnations et des sorts persistants. À la fin de la partie, vous devez avoir 2 endless / incarnations qui sont liées à des unités amies. Voilà. Donc, c'est pas forcément évident puisqu'on sait jamais contre quoi on tombe. Qui plus est dans cette saison-là où on peut avoir potentiellement des unbind beaucoup plus faciles. On a vu, en plus vous verrez, on n'a pas encore vu, il y a des battles tactiques qui se mettent en ligne par rapport à ça. Ça paraît ambitieux. Effectivement, c'est une des plus dures effectivement dans ce MDG où on a un sort pour enlever ça et en fait on a des bonus justement pour faire rater cette grande strat. On va en général plutôt l'éviter celle-là. Voilà, ça sera donc un non. Nous allons passer tout de suite aux tactiques de bataille, donc les tactiques de bataille qui sont évidemment au nombre de 8. Ouais, bien évidemment, il le sait. Alors à noter quand même, on vous l'a dit, elles sont toutes nouvelles, il va falloir s'y faire. Elles sont pas toujours simples, surtout si on joue en premier, sauf peut-être une qui est un petit peu plus facilement accessible. On passe tout de suite à la première. Qu'est-ce qu'elle vous demande ? Elle vous demande qu'à la fin du tour, vous ayez plus d'unités amies entièrement en dehors de votre territoire
que d'unités amies dans votre territoire. Donc attention entièrement et pas entièrement. C'est une tactique qui est assez prévisible, compliquée à mettre en place au tour 1, à ne pas confondre en dehors de votre territoire et dans le territoire adverse. Ouais. Voilà, c'est très important dépendamment des scénarios. Et surtout sur certaines armées qui ont beaucoup de projections, T1 elles peuvent la faire. Complètement. Concrètement sur une Aranjo, même sur du Khorne, Mm. avec beaucoup de mobilité, on peut être hors de son territoire assez facilement. C'est clair. Deuxième battle tactics, il faut tuer l'unité qui a tué notre général précédemment. Ouais. Relativement simple, mais il suffit juste d'avoir perdu son général avant. Il suffit juste d'avoir perdu son général, effectivement. Donc après, voilà, l'idée c'est que globalement, si on s'est fait sniper notre général par un sorcier, ça peut être compliqué à aller faire. Maintenant, si c'est une unité de corps à corps, dépendamment de ce que c'est, ça risque d'être un petit peu plus simple. Reste que quand on l'a choisi, on sait où est l'unité ennemie. Donc, je pense que ça sera une de celles qui sera, on va dire, relativement faisable. Nous passons donc à la troisième tactique de bataille, l'expropriation sans fin. Des endless. Ah oui, sans fin. Alors du coup, il faut choisir une unité ennemie qui est liée à soit endless, soit incarnate. Ensuite, il faut soit détruire l'unité, soit s'approprier le lien, soit détruire le lien avec le endless, soit détruire le lien avec l'incarnate. Ça donne des latitudes, et on a vu avec le sort précédent, notamment, qu'on peut justement casser ce genre de lien. Ouais, donc ce qui est assez cool, c'est que effectivement rendre un endless spell sauvage d'une manière ou d'une autre, dans cette saison, c'est quand même relativement faisable. Dépendamment du nombre de dés magiques primo que vous avez de côté, vous savez que vous pourrez le faire aussi relativement facilement. Donc, ça fait, je pense, partie des tactiques de bataille qui, selon contre quoi on tombe, pourront être relativement assurées. Alors, du coup, il faut quand même prendre le sort au préalable, mais ça justifie du coup vraiment de prendre ce sort-là juste pour une battle tactics. Alors, quand on dit juste, ça reste une battle tactics du coup qu'on va pouvoir entre guillemets garantir de manière assez fiable. Non mais effectivement c'est super intéressant de le noter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que ça va être exacerbé dans cette saison, on a vraiment une grosse différence de scoring entre les armées qui ont des battle tactics simples de leur battle tome et celles qui n'en ont pas. Ça fait déjà la deuxième saison qu'on voit ça. Avant, elles étaient relativement faciles à faire. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc, être sûr de pouvoir garantir une battle tactique de cette manière en allant prendre la bonne optimisation, aujourd'hui, selon ce qu'on joue, ça peut justifier. En Soul Blight, peut-être pas, parce que grosso modo, on en a des relativement simples dans le BT. Maintenant, tous les battle tomes n'ont pas cette facilité à mettre leur battle tactique de bouquin. Battle tactique suivante, il s'agit de faire un spell qui n'est pas unbind et qu'aucun autre spell dans l'armée ne soit unbind. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut le prendre au premier tour. Un sorcier, dépendamment du scénario. Dépendant du scénario. On peut avoir un petit sorcier de côté qui va lancer son spell, hors de portée de dispel bien sûr, en prenant des bonus, etc. Et une fois ça lancé, on ne casse plus de spell, on a fait notre battle tactics. Alors, ça incorpore un certain nombre de choix quand même, parce que ça veut dire que on sacrifie une partie de notre magie. Donc, on va mettre de côté en fait tous nos autres sorts, mais d'un autre côté, on se prend 2 points de battle tactics relativement simple. Ouais, donc globalement, c'est vrai que voilà, ça fait partie, ça va grandement modifier la structure de la liste. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il y a quand même quelques armées qui se payent le luxe. Je pense notamment aux Ossiarques avec un artefact de pouvoir lancer le premier sort d'un héros sans qu'il ne puisse être dissipé. Bon, voilà, c'est le moyen d'aligner un petit peu les planètes. C'est un artefact qui était déjà pas mauvais, mais si ça nous permet en plus d'aller chercher une battle tactique de cette manière-là, je pense que ça peut être sympathique. Ouais. Alors, la battle tactique suivante reste dans le thème de la magie. Ça va être Magical Mayhem. Et on va choisir une unité et on va devoir la détruire avec un sort ou un endless spell. Donc là, on retrouve une petite thématique côté Séraphon. On a une tactique qui ressemble beaucoup à celle-là. Ça demande quand même de pas les péter avec les points, les CPP quoi. C'est dur. C'est dur. C'est dur de pas tuer des unités avec les points cosmiques. C'est dur. Le D6 fait plaisir quand même. Bon, concrètement, celle-là sur certaines armées, on va penser à Change, on va penser effectivement à Séraphon directement. En fait, toutes les armées létales en magie directe, en fait, c'est une battle tactique qui est quasiment gratuite.
une petite unité où il va rester 2-3 PV, en fait, elle va être shootée directement. Complètement, ou alors si on a choisi d'aller prendre le sort du domaine du magie qui se caste à 12 et qui colle un nombre de BM absolument incalculable, voilà, c'est encore une raison supplémentaire d'aller chercher ce sort et de l'utiliser un tour où les joueurs vont avoir généré pas mal de Magic Dice, qui plus est, si on joue en deuxième, ça peut être encore plus intéressant pour pouvoir le fiabiliser à mort. Et ce qu'on voit là, du coup, c'est que tout de même, on a quand même des battle tactics qui vont quand même beaucoup orienter les listes. On a encore trois à voir, mais déjà les deux dernières, si on n'a pas de magie, en fait, on ne peut juste pas les faire, en fait. Donc on met à l'appel, on met de côté tout ce qui est Fire Slayer, Son of Behemoth, Khorne, et en fait, ils partent de facto avec 2 battle tactics en moins sur celles qui sont génériques. C'est clair. C'est clair, donc ça renforce encore l'importance d'avoir des bonnes tactiques de bataille dans son Battle Tome, et encore plus quand on n'est pas gâté de niveau magie. On va passer à la tactique de bataille suivante qui est assez simple. Elle vous demande quoi? Grosso modo, elle vous demande de jouer MSU, puisqu'il va falloir faire 2 retraites dans le tour et 2 charges avec 2 unités différentes. Donc ça sert à rien de dire je peux désengager et charger. Les Night Haunts ne seront pas spécialement heureux de ça. Bon, bah qu'est-ce que ça implique sur la création de la liste? Ça implique d'avoir grosso modo beaucoup d'unités, et avec potentiellement pas mal de mobilité, etc. C'est une tactique de bataille qui est assez... disons qu'une fois qu'on a choisi cette tactique de bataille, on peut être à peu près sûr de réussir à la faire, modulo des tirs de contre-charge ou ce genre de blague. Vous chargez, vous loquez, vos 2 unités peuvent se désengager sans qu'il y ait de redéploiement, la deuxième peut charger. Voilà, ça demande juste réellement d'avoir du MSU. On va passer de suite à la 7e tactique de bataille. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit simplement que vous allez devoir faire un mouvement de charge avec une battle line et un héros, et qu'à la fin du tour, vous devez avoir au moins l'un des deux engagé à une unité ennemie. Donc ça peut être relativement facilement faisable plutôt sur un peel-in, c'est-à-dire que globalement, en général, quand on a envie de charger, c'est parce qu'on sait qu'on va alors soit engluer, soit castagner. Voilà, ce qui peut être intéressant, c'est simplement avec un mouvement de peel-in, d'aller engager simplement une autre unité pour la loquer et en même temps éviter de prendre trop de baffes dans la tête et de nettoyer en même temps l'unité qu'on a chargée. Je pense que ça fait partie des tactiques de bataille qui sont anticipables et très clairement réalisable. Dernière battle tactics, on doit choisir 3 unités sur le champ de bataille, très important, et il faut avoir au moins chacune des 3 unités sur un bord de table à 6 pouces du bord de table entièrement, et au moins 2 des 3 unités hors de son territoire. Ouais. Alors, à noter que ça ne marche pas pour les bêtes du chaos, qui ont des unités du coup hors de table. Ouais. Les Night Haunts non plus, s'ils viennent de FEP. C'est vraiment de l'ATP. Effectivement, ouais. Du coup, cette battle tactics, on va plutôt la réserver, je pense, pour la fin en général. Donc avoir vraiment les unités un peu éparpillées. Et d'un autre côté, ça va aussi pousser un peu à avoir un peu plus de MSU, parce que du coup, il faut quand même garder 3 unités en fin de partie. Ce qui, sur des armées très létales, on va voir que c'est pas toujours le cas. Ouais. Donc en l'occurrence, voilà, on a vraiment cette orientation sur toutes les battle tactics, un côté un peu MSU, un côté un peu plus sorcier, il me semble. Et autour, seulement 2 ou 3 battle tactics qui sont relativement faisables, 2-3 qui sont très situationnels, il faut un enchaînement de séquences. Et je trouve 2-3 qui sont relativement plus durs. On en a donc fini de l'ensemble des règles de ce nouveau manuel du général. On verra les scénarios un tout petit peu plus tard, mais déjà en l'état, Christophe, qu'est-ce que toi tu penses de cette nouvelle saison? Est-ce que tu penses qu'elle va vraiment rebattre les cartes par rapport à la saison actuelle, peut-être au niveau du tir, peut-être au niveau de la magie? Et enfin, quelles armées selon toi vont pouvoir profiter au mieux de ces nouvelles règles? Alors, ce MDG, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec tout ce qui est Magic Dice, etc. Ça donne énormément de choix, notamment au niveau de la construction de la liste, etc. On le voit vis-à-vis des battle tactics et aussi des scénarios, on verra plus tard. Mais clairement, ils ont mis en avant des règles qui ont des impacts, enfin qui vont nous présenter des choix qui vont avoir des impacts sur notre liste et sur notre manière de jouer aussi. Pour les joueurs qui vont jouer de la magie, je pense que ça va être un vrai plaisir. Ouais, complètement. Et effectivement, comme ils ont rebattu toutes les cartes en termes de battle tactics, de scénarios, on a 12 nouveaux scénarios complètement nouveaux, avec des règles un peu spécifiques, etc. Alambiqué. Alambiqué, c'est très bien ça. Et bien en fait, on redécouvre entre guillemets un nouveau jeu. Donc effectivement, il y a cette petite crainte du tir. Donc on pense à Caradon, on pense à Slanesh, on va penser je pense un peu à Lunette et éventuellement à la Shootcast en tir de... C'est vrai que quand on prend un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé, on a quand même des armées de tir, mais plutôt de tir
je vais pas dire de masse, mais d'hybride entre une perforation correcte et quand même un gros volume d'attaque. Ouais. Là où avant, on avait quand même du tir de sniping, c'est-à-dire soit de la BM ciblée, soit de la grosse reine. On pense évidemment à la Shootcast qui tartinait de la reine -2 et aussi de la blessure mortelle, qui a disparu parce que quand on se retrouve à coller de la reine -2 ou de la BM, on va dire ne serait-ce que 20 par tour. Si on peut tirer dans des héros, ça veut dire qu'on va sortir 3 héros par tour. Si on doit tirer dans de la horde, en fait, ça sert plus à grand chose, quoi. Il faudra voir aussi vis-à-vis des scénarios ce qui va se mettre en place, Ouais. parce que ça va être très dépendant. Il y a certains scénarios qui sont juste pas gagnables pour certaines armées, je pense. Quand tu joues contre un Fire Slayer avec beaucoup d'objets centraux, c'est très compliqué. Et enfin, sur les armées où je pense qui ont le plus gagné, et effectivement toutes les grosses armées de magie, on pense à Séraphon, Tzench, Sylvaneth. Alors Sylvaneth qui n'était pas au top récemment, mais qui, je pense, avec ces nouvelles règles, va devenir oppressant. Et de l'autre côté, bon, les armées qui ont peu, voire pas de magie, vont devoir s'orienter vraiment sur un anti-magie. Par exemple, on va penser à Khorne, qui, bon, a sa protection naturelle. On lui a donné quelques outils, mais typiquement, on lui retire déjà 2 Battle Tactics. Bon, voilà. Heureusement, il en a quelques-unes faisables dans son Battle Tome, donc ça reste envisageable. Aujourd'hui, je pense que la méta va vraiment s'orienter autour des Battle Tomes qui ont des Battle Tactics simples, parce qu'on a beaucoup de scoring, on va dire, rapproché en termes de primaire, et ça va beaucoup se jouer justement sur ces fameuses Battle Tactics. C'est clair. Bah écoute, merci mon petit Pan pour cette analyse. Ça fait super plaisir de pouvoir te recevoir enfin sur la chaîne après des années à Theorycraft et à discuter ensemble du jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé d'être aussi exhaustif que possible et d'apporter quand même une analyse de la connaissance de cet individu à ma gauche qui m'a volé mes armées Séraphon. Et sachez que j'en suis très triste. Je rigole. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire. On se revoit très bientôt pour les scénarios. Et moi, je vous dis salut, salut!